merci Frédéric. Alors, vous aurez noté qu'un point marquant de sa présentation est la position de la Chine, qui est de plus en plus dominante sur le marché de la chimie. Donc, c'est le thème de notre prochaine table ronde. Et pour ça, je remercie les intervenants que je vais appeler à me rejoindre. Donc, Agatha Kratz, qui est directrice au sein du cabinet Rhodium. Denis Ferrand, qui est le directeur général de Rexecode. Frédéric Jacquin, vice-président d'Adiceo. Christophe Quénon, président de Sciences Co France. Merci pour la musique. Voilà, donc ensemble, nous allons nous intéresser donc à l'offensive industrielle chinoise, son ampleur, ses raisons, son impact sur les chaînes de valeur en Europe et en France, et puis aussi identifier quelles stratégies peuvent être adoptées vis-à-vis de ce partenaire incontournable, mais aussi ce concurrent qui est vraiment féroce. Alors avant de passer la parole à nos intervenants, je vous propose d'écouter une intervention de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, membre honoraire du Parlement et président de la Fondation pour la prospective et l'innovation, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'introduire cette table ronde. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup France Chimie, dont je connais l'importance, et son président, Frédéric Gaucher, de m'avoir invité à m'exprimer devant vous sur les relations sino-françaises dans cette période à la fois très stratégique et très dangereuse, et cette période qui est pour la relation sino-française une année anniversaire, puisque nous célébrons en 2024 les 60 ans de la reconnaissance par la France du général de Gaulle de la République populaire de Chine. Dans cette année 2024, beaucoup d'initiatives de coopération vont être développées, une grande attention sera portée aux activités économiques de part et d'autre par les deux gouvernements, et on attend deux grandes visites d'État, le président chinois en France au printemps prochain et le président français en Chine à l'automne. Cette année sera une année donc où les relations sino-françaises seront mises en avant dans un contexte très difficile avec une rivalité sino-américaine qui est aussi l'objet de beaucoup de propagande et qui fait que de part et d'autre, il y a beaucoup de critiques qui se diffusent. Le fond de l'affaire, c'est que nous sommes dans une bataille classique de leadership. On a appelé ça le piège de Thucydide, en pensant à la rivalité entre Athènes et Sparte. Mais au fond, c'est le numéro 1 qui accepte mal l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. C'est dans ce contexte-là qu'on peut analyser aujourd'hui la gouvernance mondiale. En ce qui concerne la chimie, naturellement, les tensions peuvent être vives puisque nous connaissons au niveau européen un certain ralentissement, certains parlent même de déclin, et on voit que la Chine représente encore une force considérable puisqu'elle est à plus de 40%, à la fois dans le chiffre d'affaires mondial et à la fois dans les investissements. Et donc on voit bien que c'est un sujet qui compte pour la Chine. L'Europe a une réponse dans les relations globales entre la Chine et l'Europe, c'est de dire que nous avons une sorte de trépied dans ces relations. Un, nous sommes des coopérants. C'est vrai que la coopération entre les deux est nécessaire. De toute façon, la Chine est présente, elle sera présente, et quoi qu'on passe, elle a une capacité à exister dans les décennies qui viennent de manière très réelle et très active. Donc, c'est un partenaire de coopération. Mais c'est aussi un compétiteur. Un compétiteur, puisque, évidemment, nous sommes en rivalité commerciale quasiment permanente. Et troisièmement, c'est un rival systémique, puisque le système politique chinois est incompatible avec notre système politique et qu'on voit bien qu'il y a dans le monde une influence des uns et des autres, et notamment une compétition qui s'installe entre, disons, l'Occident, le camp des démocraties de manière générale, et les régimes autoritaires et la Chine. Et on voit que s'organisent entre ces deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, aussi des rapports de force de bloc à bloc, puisque la Chine se développe avec les BRICS et que les Américains se développent avec un G7 qui souhaite élargir. Donc on voit bien qu'on est là dans un univers de tension, de compétition, pour lequel, en effet, la chimie est un sujet important, puisque c'est une base
industrielle très forte et que un des facteurs importants de la stratégie chinoise d'expansion à l'étranger est son développement industriel dans une période où les démocraties ont tendance à ralentir leurs investissements industriels. Donc, il ne faut pas être naïf sur ces sujets. Il y a une volonté très forte de la Chine de peser sur ces dossiers de tout leur poids. Comment faire face à cette situation? Je dirais plusieurs éléments, au moins 3, qui me paraissent importants. D'abord, profiter des bonnes circonstances qui font que l'image de la France en ce moment en Chine est assez forte. De tous les pays européens, la France est le pays qui développe le plus de coopération et qui a finalement toutes ces grandes entreprises très présentes en Chine avec des rapports de force et des relations qui sont maintenant en grande partie stabilisées. Et donc il y a ce contexte général des 2 visites d'État et pour lesquelles, naturellement, il y a beaucoup de projets, des projets d'investissement qui vont se développer, notamment dans les investissements de haut bilan pour les entreprises, où il y a sans doute des opportunités à saisir dans cette coopération fertile en cette année anniversaire. C'est le premier point, profiter de ce bon climat. Le deuxième point, c'est naturellement un point de lucidité, et de penser bien que l'histoire de la Chine est une histoire de rapport de force, et que la Chine a une stratégie puissante, c'est une stratégie de rapport de force. Elle tient compte des rapports de force. Et donc, je trouve très important que la chimie française puisse se rassembler et constituer une force significative pour pouvoir discuter avec les Chinois. D'une manière générale, quand en Europe, on sent un certain nombre de fragilités quant à notre rapport de force, notamment franco-chinois, il faut naturellement toujours penser à la solution des relations franco-allemandes, car les Chinois respectent beaucoup le couple franco-allemand, voyant dans cette alliance entre d'un côté un peu une puissance industrielle et de l'autre une puissance diplomatique, un équilibre qui fait qu'il peut y avoir dans cette relation franco-chinoise une dimension franco-allemande très importante. D'ailleurs, quand le président Xi Jinping a été reçu pour la première fois à Paris par le président Macron, il l'a reçu avec Angela Merkel pour bien montrer que la stratégie était franco-allemande quant aux relations avec la Chine. Donc, il faut penser toujours en rapport de force. En rapport de force, ça me paraît être un élément très important. Donc, il faut que la chimie française, comme notre grand secteur industriel, ait des alliances européennes pour bien montrer, avec les Allemands et peut-être avec d'autres, qu'il y a une capacité française à parler au nom de l'Europe et d'avoir la capacité à exprimer un rapport de force qui est français plus une part européenne importante. Je crois que ça, c'est essentiel dans la vision aujourd'hui de la Chine. C'est un rapport de force, pas de naïveté. Ils défendent les intérêts de la Chine d'abord et avant tout. Et nous avons donc à défendre les intérêts de la France et de l'Europe d'abord et avant tout. 1. Donc la bonne période à utiliser. 2. Le rapport de force à comprendre et à développer. 3. L'innovation. C'est au fond sur l'innovation que les choses se jouent. La Chine n'a pas l'intention de reprendre les vieilles technologies, de rattraper son retard. Elle veut sauter les différentes étapes. Elle n'a pas connu le téléphone fixe et elle est devenue le champion du téléphone mobile. Nous avons toujours en Chine le souci de toujours développer la dernière des technologies et d'être le pays de l'innovation. On parle assez peu de liberté politiquement en Chine, on parle de liberté quand on parle d'innovation. On invite les jeunes à s'installer dans les laboratoires, dans les centres de recherche pour créer, pour inventer, pour développer. C'est l'intelligence ajoutée qui est vraiment le cœur de la stratégie. Et donc la compétition, elle se fait surtout sur l'innovation. Je vois que nous avons là toujours dans les dépôts de brevets une bonne place mondiale. Il est très important de continuer dans cette stratégie pour pouvoir faire face aux Chinois. Avec cette puissance-là que la recherche européenne, que la qualité de nos écoles de formation est reconnue, que l'ensemble de notre recherche apparaît comme à la fois éclairée et dynamique. C'est donc comme ça qu'il faut voir les relations avec la Chine. Ce qui est très important, c'est de bien chercher à comprendre la Chine. La Chine est là et elle sera là. Elle sera un partenaire très important pour vous et encore plus probablement pour vos enfants. Et donc, il faut qu'on comprenne la Chine. Ça ne veut pas dire qu'on adhère au sujet de la Chine. Personnellement, je n'ai pas envie d'être communiste, je n'ai jamais été, je ne le serai jamais. Il est très important de se muscler pour avoir une relation avec eux, qui est une relation qui doit être le plus possible une relation d'équilibre. Et pour cela, il faut faire les efforts nécessaires pour intégrer l'importance stratégique de la Chine dans le monde de demain. Et non pas avoir vis-à-vis de la Chine une attitude de fuite, de refus d'affrontement,
il y a des coopérations qui sont possibles, il y a des relations qui peuvent être fertiles et cordiales, mais il y a un climat de rivalité dont il faut tenir compte et qu'il faut assumer. C'est pour ça que la diplomatie française, qui a toujours souhaité parler avec tout le monde, parle aujourd'hui de manière assez avancée avec la Chine, tout en étant bien conscient que tout ceci doit servir à nous muscler pour faire en sorte que nos intérêts soient le mieux défendus possible. Je fais confiance à votre énergie, à votre organisation et à France Chimie, à votre capacité à agir ensemble pour construire une relation fertile pour les intérêts de la France et de l'Europe et de la chimie française. Merci à tous. Bien, alors donc Jean-Pierre Raffarin nous a invités à ne pas être naïfs par rapport à la volonté très forte de la Chine d'accélérer son développement industriel. Donc Denis, pourriez-vous nous rappeler quels sont les sous-jacents en fait, de cette stratégie offensive industrielle de la Chine? Et puis, voilà, apprécier, est-ce que c'est un risque aujourd'hui pour le décrochage de l'industrie européenne? Oui, effectivement, le mot volonté que vous utilisez est important parce que, effectivement, je vais respecter le canon qui a été donné par Frédéric. Je vais faire une présentation en 3 points. Parce qu'effectivement, c'est une volonté qui s'exprime dans un plan qui est très clair. C'est le plan China 2025, déployé à partir de 2015, visant à assurer, dans le cas de la Chine, la prédominance dans 10 industries clés, dont l'industrie chimique, et cela passe évidemment par des plans d'investissement extrêmement importants. Donc il y a un plan qui est très déterminé, qui est le sous-jacent du développement industriel chinois extrêmement fort, qui est la deuxième étape après le premier effet de rattrapage qui était notamment, qui tenait à des spécialisations sur des industries de main-d'œuvre. Le plan China 2025, c'est un plan d'augmentation de capacité, d'augmentation de pertinence de l'offre d'innovation importante qui est faite en Chine. Et cela se traduit donc par des plans d'investissement très importants qui aboutissent notamment, quand on regarde par exemple la robotisation de l'industrie chinoise, elle est désormais plus robotisée que ne l'est l'industrie allemande. Vous avez 500 robots par 10 000 emplois industriels en Chine, là où on est à 400 à peu près en Allemagne, on est à 180 en France. Et ils viennent de 100 robots par 10 000 emplois en 2017. Donc on voit la très forte accélération qui s'est produite. Donc c'est vraiment une augmentation en gamme dans la production. Et comment est-ce que cela... Donc c'est passé par l'investissement à outrance qu'a rappelé Frédéric, et en particulier dans le domaine de la chimie. C'est aussi passé par des soutiens budgétaires sous toute forme. La politique industrielle en Chine, enfin les dispositifs en faveur de l'industrie en Chine, il y a des estimations qui commencent à courir, elles sont un peu anciennes, mais pour l'année 2019, c'était 1,75 points de PIB. Ça passe par de la subvention directe, ça passe par des crédits bonifiés, ça passe par des crédits d'impôt. Tous les instruments sont actionnés et c'est 1,75 points de PIB. En France, on est à 0,55, dont l'essentiel passe par le CIR. En Allemagne, on est à 0,4. Et le 1,75 est probablement une sous-estimation. Une sous-estimation, pourquoi ? Parce qu'on est en train de passer dans ce second temps d'accélération. Mais au-delà de la politique d'investissement, j'ajouterais aussi un levier qui est très important en Chine, qui est déployé, c'est une politique de concurrence féroce. C'est-à-dire que ne vont à l'exportation que les entreprises chinoises qui ont passé en quelque sorte le cut du marché intérieur. On le voit en particulier sur l'automobile, où vous avez une myriade de constructeurs chinois, mais vous en avez très peu à l'exportation. Et seuls les meilleurs vont à l'exportation. Cela vaut pour l'ensemble des secteurs qui sont déployés. Le deuxième point, c'est l'accélération. C'est un peu l'élément d'opportunité, ou plutôt les circonstances spécifiques à la Chine. Et je vais petit à petit venir sur certaines fragilités qu'il faut avoir présentes à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un plan, mais il y a aussi une exécution du plan. Et le plan, il s'accélère actuellement parce que la Chine n'a plus de demande interne. La demande interne chinoise est aux abonnés absents avec la crise immobilière. Quand vous regardez l'évolution de la production industrielle en Chine depuis 3 ans, elle se fait intégralement par l'exportation, parce que la demande interne n'est pas là, l'investissement immobilier a chuté, et vous avez aussi une réallocation très forte du crédit bancaire. Le crédit bancaire à l'immobilier, c'est 0% de progression, tout simplement. En Chine, le crédit bancaire, il augmente de 30% sur un an. Donc, à destination de l'industrie, en général. Donc vous avez vraiment un redéploiement qui tient à essayer de trouver un supplétif à une croissance qui ne vient plus de l'interne. Et ce supplétif, il viendra de la croissance à l'exportation. Donc vous avez le plan très déterminé, mais qui désormais doit se redéployer encore plus rapidement à l'exportation, probablement que ce qui était anticipé.
Et puis, ce faisant, ça pose quand même quelques questions de soutenabilité financière de ce plan. Parce que cette politique de concurrence à outrance a quelques vertus, ça de faire émerger des champions très forts, très solides, mais au total, a fragilisé aussi un appareil de production qui est surdimensionné. La surproduction, enfin la surconstruction de capacités de production a pour corollaire des profits qui reculent. 2022-2023 sont 2 années de recul des profits industriels en Chine. Quand bien même l'évolution de prix de l'énergie n'ont pas connu la même accélération que ce que l'on a vu en Europe, que ce que l'on a vu aussi aux États-Unis, il y a des profits qui sont négatifs en Chine. Vous avez aussi un secteur bancaire dont les revenus nets rapportés sur les capitaux ont été divisés par 2 en l'espace de 5 ans. Vous avez également une augmentation de la dette publique en Chine qui vise notamment au redéploiement industriel, qui ferait presque passer les finances publiques françaises pour des parangons de vertu. On est quand même à 150 points de PIB de dette publique désormais en Chine, tout confondu. Donc il y a quand même des fragilités financières qui sont sous-jacentes, qui posent la question de la soutenabilité de ce dispositif. Parce qu'on a beau imaginer une économie très centralisée, il n'empêche qu'à un moment ou un autre, la force de rappel financière, elle s'exerce toujours. Surtout dans une économie où les ménages épargnent énormément et ont donc une confiance apparente envers un système financier qui se trouve en réalité de plus en plus fragilisé. Et on a vu notamment quand il s'est agi d'avoir vous avez eu des manifestations qui sont intervenues il y a quelques années sur le fait que les ménages ne voulaient plus rembourser leur crédit immobilier, tout simplement parce que le bien qu'ils avaient acheté n'était pas au rendez-vous. Donc il y a quand même des zones de fragilité qui sont importantes, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui conduisent peut-être à de la fuite en avant pour la Chine, qui conduisent à des prises de position extrêmement fortes, mais face auxquelles il faut être conscient et sur lesquelles on a probablement un levier. Parce que c'est vrai que si on imagine le rouleau compresseur qui se déplace, qui se déploie, la vitesse d'investissement, et j'ai été très frappé par le graphique sur l'investissement, sa décomposition entre investissement de croissance et investissement réglementaire en Europe, on peut se dire qu'on n'est quand même pas très bien avancé au regard de ce déplacement. 75% d'investissement objectif réglementaire, ça ne nous fait pas forcément beaucoup de capacité. Surtout si on n'est pas capable de faire reconnaître la valeur additionnelle qui est sous-jacente au fait qu'on respecte la réglementation. C'est bien là la question qui va se poser. Comment est-ce que on acte dans la valeur de marché le fait qu'on produise dans des conditions plus décarbonées, plus respectueuses de l'environnement, plus tout ce que l'on sait. Comment est-ce qu'on fait reconnaître ça dans la valeur de marché? C'est quand même ça, me semble-t-il, un des leviers les plus importants à actionner vis-à-vis de la Chine, plutôt que d'avoir une fuite en avant vers une politique industrielle du même montant. Merci. Alors, Frédéric, donc, Adisseo est une filiale du groupe Sinochem, avec des unités de production du coup en France et en Chine. Donc, vous êtes parfaitement positionné pour nous parler de cette montée de la capacité. Et donc, la question pour être franc, c'est est-ce que cette surcapacité va se résorber ou risque-t-elle d'être augmentée à court terme? La réponse, pour être franc, c'est qu'elle va augmenter à court terme, clairement. Les surcapacités arrivent et on n'a pas encore mesuré l'impact de ces surcapacités. La Chine a pris du retard avec le Covid et elle est en train de le rattraper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit en Chine, le payback des investissements est toujours meilleur que dans le reste du monde. Pour 3 raisons. La Chine construit 20 à 30% plus rapide que le reste du monde. Toutes les grandes ingénieries aujourd'hui sont présentes en Chine. Essayer de trouver une boîte pour construire un projet en Europe, c'est extrêmement compliqué. Aux États-Unis, avec l'IRA, aujourd'hui, si vous voulez un nouveau projet, c'est 4-5 ans, puisque toutes les boîtes d'ingénierie sont déjà prises par les premiers projets. La deuxième chose, c'est le coût de l'argent. Le coût de l'argent en Chine est sensiblement moins cher pour des projets industriels qu'il ne l'est en Europe. Aujourd'hui, quand on veut investir dans de la capacité, on trouve des crédits à 3, 3,5. On est très au-delà de ça, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis la troisième, c'est que les projets sont beaucoup plus faciles, entre guillemets, à démarrer. L'environnement réglementaire, il n'est pas forcément moins disant, mais il est beaucoup plus clair. Donc on sait dès le début, une fois qu'on a les 3-4 permis nécessaires à avoir ça. Donc concrètement, les surcapacités vont s'accélérer et on devrait avoir un pic de capacité 2027-2028, mais ce n'est pas tellement ça le sujet en fait. Le sujet, c'est le casse-cost. Tous ces investissements de surcapacité, il y a 2 éléments qui sont exagérés par la Chine et qu'on ne voit pas toujours et qui accentuent l'effet de peur, c'est qu'en fait les vieilles unités disparaissent au profit de nouvelles unités. Et ces nouvelles unités, elles sont 20 ou 30% moins chères, plus efficaces. Pour toutes les raisons qu'on a données avant.
Et puis la deuxième chose, c'est que les Chinois ont toujours une communication, on va dire, optimiste et communiquent sur la capacité nominale ou maximum de l'unité. Quand on regarde les chiffres du premier trimestre 2024, hein, ce matin publié hier, 75%, le taux de charge est 75%. Et c'est probablement très optimiste par rapport à la réalité. Donc le vrai tsunami qui arrive, c'est le tsunami de compétitivité et qui va heurter, entre guillemets, la chimie européenne. Et on a une responsabilité en Europe, clairement, d'accompagner probablement plus l'investissement de capacité, d'accélérer un certain nombre de restructurations et de regrouper un certain nombre d'unités qui aujourd'hui ont la taille sous-critique. Sinon, entre guillemets, effectivement, c'est exactement ce que vous disiez. Hein, quand on regarde encore une fois les chiffres Q1 Chine, production industrielle 6,1, consommation de détail 4,7. Et ça ne fait que croître et embellir. Il y a de plus en plus de capacités disponibles et de moins en moins de demandes intérieures. Donc, résultat des courses, ces capacités compétitives vont se retrouver sur les marchés à l'export. Et là, la seule réponse, c'est la fin de la naïveté. Et les Chinois nous en respecteront davantage. Monsieur le Premier ministre le disait clairement, les Chinois font du business. Et ce qu'ils détestent, entre guillemets, c'est l'incertitude. Si on leur dit ça, c'est les règles du jeu en Europe, ça, ce sont les règles du jeu en Chine, et chacun trouve un arrangement gagnant-gagnant, ça fonctionne. Si, entre guillemets, on a peur d'entrer dans le rapport de force, ou alors on change d'avis de façon trop fréquente pour les Chinois, le respect n'est plus là, les deals ne se font plus, et la Chine n'aura que comme interlocuteur les États-Unis. Donc il y a véritablement une prise de conscience aujourd'hui. Ça ne sert à rien de débrancher le signal d'alarme et de penser que ça va aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. Mais concrètement, on a encore un certain nombre d'atouts qui sont relativement uniques en Europe. On a parlé de l'innovation, on a parlé, entre guillemets, d'un tissu de spécialité que les Chinois n'ont pas encore. Et les facteurs clés de succès ne sont pas les mêmes dans les grandes commodités que dans les spécialités. Mais il va falloir absolument travailler plus sur l'investissement de productivité et de capacité. Et il y aura quelques décisions difficiles à prendre. Et si on ne les prend pas aujourd'hui, elles seront encore plus difficiles dans quelques années. Alors, je me tourne vers Christophe. Sciences Co est un autre acteur majeur de la chimie mondiale. Alors, vous êtes aussi présent en Chine. Hein. Vous venez d'arrêter l'atelier historique de production de vanilline à Saint-Fond, qui n'a pas résisté à la pression de la concurrence. On l'a vu tout à l'heure hein, avec les chiffres de Frédéric. Quelles sont les répercussions en fait, de cette fermeture pour l'Europe? Alors, on va refaire la démonstration en 3 points. Donc, donc tout d'abord, effectivement, c'est un site historique hein, dans le contexte. C'est un site qui date du 19e siècle, donc 1884. Donc c'est vraiment un très vieux site. Et aujourd'hui, Syensqo produit de la vanilline sur les 3 continents, donc aux US, en Chine et en Europe. Donc on a une bonne vision de ce que tu décris très bien, quelle est la différence de coût et d'investissement qu'on peut avoir. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une baisse de prix qui est considérable sur ce marché de la vanilline. Et aujourd'hui, on l'a vu d'abord arriver par la Chine parce qu'il y a de la surcapacité. Donc la compétition chinoise, parce que la consommation n'est pas tout à fait présente, tire le prix vers les bas. Et c'est ensuite un phénomène qui va impacter les phénomènes export, parce que forcément, ce prix va se déverser sur les autres marchés. Donc qu'est-ce qu'on a constaté, nous, sur Syensqo, c'est qu'effectivement, on voit que ce prix n'est pas nécessairement un prix qui a un prix de dumping. C'est là il va falloir que se réveille. C'est qu'effectivement, il y a quand même des concurrents chinois qui sortent des nouvelles unités qui ont une certaine compétitivité. Après, il y a des mécanismes d'aide indirects, ce que vous avez décrit sur l'énergie, sur l'accès au cash, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement bien regarder. La conséquence pour nous, ça a été de dire que de toute façon, les volumes ont été réduits de 3 fois, donc c'est très brutal. On a cherché à faire le dos rond en espérant que ça allait s'arranger. On a fait falloir, comme vous disiez très bien, on a crié auprès du gouvernement pour dire faut peut-être quand même assez agir. Et la réponse aujourd'hui, c'est une réponse classique et dans laquelle il va falloir qu'on change, qui est la réponse démontrer le dumping et on agira. Donc on démontre, ça fait 1 an, il n'y a toujours rien qui se passe, donc à un moment donné, on est obligé d'agir. 3 fois moins de volume, forcément ça impacte. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 postes qui sont coupés dans le monde. On a fait des choix de maintenir malgré tout une activité sur Saint-Fond, ce qui était un choix, puisqu'on a donc réparti la douleur entre le site américain et le site français. Ce qu'il faut quand même noter également, c'est la notion de valorisation du produit. C'est qu'il n'y a donc plus de production de vanilline
synthétique en Europe. Donc, je ne vous dis pas où va la vanille, mais il y en a dans tout ce que vous consommez, hein, que ce soit pas ou transformé. Donc, ça n'existe plus en Europe. Aujourd'hui, le seul atelier que l'on a maintenu en termes de vanille, c'est la vanille naturelle, dans lequel on avait un très grand espoir, en particulier porté par la recherche de valeur que l'on réclame en Europe. Mais en fait, le marché ne vient pas. Donc là, on a quand même un sujet aussi de valorisation de nos produits. C'est aujourd'hui, quand on cherche à monter en valeur et à apporter une solution qui soit mieux-disante en termes d'environnement, de réglementation et de sécurité alimentaire, finalement, le marché ne répond pas. Donc on a quand même un sujet, effectivement, en Europe, dans lequel il va falloir aussi qu'on assume le fait de vouloir être les meilleurs du monde en termes de réglementation et d'impact industriel, mais en même temps, ne pas arriver à avoir un marché de consommateurs qui est capable de porter et d'accepter cette augmentation de prix ou de valeur. Merci. Alors, on vient de voir 2 exemples d'activités qui sont fragilisées, qui pourraient conduire du coup à une plus grande dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Alors, Agatha, est-ce que c'est une tendance de fond pour la chimie ? Et est-ce qu'après le Covid, on n'aurait pas pu espérer qu'il y ait une meilleure conscience des grandes dépendances vis-à-vis de la Chine ? Oui. Écoutez, sur la première partie de la question, qui est de se demander si ça va durer, ça va durer. Et ma réponse sera en 4 points pour changer un peu. Et sur votre deuxième question, je pense que le phénomène, il est bien compris et je vais l'expliquer dans une minute. Sur la perspective de long terme, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est avant tout un ralentissement de la croissance chinoise. Rhodium Group pense et a démontré, je crois de façon très crédible, que la croissance chinoise l'année dernière n'était pas de 5% ou de 5,2%, qu'elle était d'1,5%, et qu'on pense que cette année, ça ira relativement mieux à 3%, 3,5%, mais pas 5% une fois de plus, et que sur le long terme, on peut s'attendre à ce que la Chine croisse à 3%, 3,5% si elle fait le travail dur et difficile de réforme structurelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qu'on ne voit pas dans l'action. À 3% ou à 2%, on a un problème du secteur de l'immobilier qui produisait 1,5 milliard presque de mètres carrés annualisés en 2021, que ce soit commercial ou que ce soit pour des personnes comme vous et moi, et qui en produit aujourd'hui 500 millions. Donc on est sur un secteur, et pour vous dans le secteur des plastiques ou dans des secteurs chimiques de ce type, qui est profondément affecté, profondément en berne, même s'il se remet de cette crise-là et de cette dégringolade, on va arriver à 600, 700 millions de mètres carrés, ce qui est quand même, qui est très 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 loin des niveaux qu'on avait en 2021. Donc ça va avoir un effet sur l'industrie chimique et sur la demande en Chine très fort. Face à ça, on a une consommation qui ne se remet pas. On a les chiffres du premier trimestre qui sont sortis hier, avec une consommation à 3% dans une économie qui prétend croître à 5%. Une fois de plus, on n'y croit pas du tout, mais qui prétend croître à 5%. Et donc, un secteur de la consommation qui est très, très problématique aussi, qui vous impacte pour le packaging, qui vous impacte pour l'auto. L'auto était l'un des pires chiffres qui sont sortis hier, et qui est un secteur très consommateur, évidemment, de produits chimiques. Et face à ça, on a une politique chinoise qui, finalement, ne se remet pas en question. Et donc les 2 sessions qui sont vraiment l'un des événements les plus importants en termes de politique publique, qui se sont tenues en mars, continuent vraiment dans la même direction, avec un refus de soutenir le consommateur chinois, une partie pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a, malgré le régime communiste en Chine, vraiment une notion que de soutenir le consommateur, c'est de lui donner de l'argent gratuitement, et que ça c'est du welfarism, comme dit Xi Jinping, et que c'est un problème en tant que tel, et que c'est donc l'industrie manufacturière qu'il faut soutenir. La deuxième raison qui est pratique, et qui est que la Chine ne sait pas soutenir le consommateur, parce que ça fait 30 ans qu'elle soutient le producteur, et que dans ce contexte-là, on est face à un mur, puisqu'en fait la production est soutenue et le consommateur n'est pas soutenu. Donc ça se maintient, et face à ça, on a une fois de plus les chiffres du premier trimestre qui nous montrent bien que la tendance à la production beaucoup plus forte que la consommation est toujours là, avec un investissement qui est beaucoup plus fort, et les chiffres de l'investissement qui sont toujours beaucoup plus forts que la consommation. Les capacités, les capacity utilization rate, donc l'utilisation des capacités de production qui continuent de décliner puisqu'il n'y a pas de consommation, et une politique énorme de soutien à l'exportation. Et on pourrait se dire qu'on a une bonne nouvelle avec les chiffres du premier trimestre, parce que les exportations chinoises sont en baisse. Malheureusement, elles sont en baisse en valeur, pas en volume, ce qui veut dire qu'il y a plus
d'exportation, mais à des prix beaucoup moins élevés. Et donc ça, c'est le problème, évidemment, de la surcapacité, c'est le problème du dumping. Face à ça, est-ce que les décideurs européens sont conscients? Absolument. Je pense qu'il y avait une première prise de conscience en 2015-2016, qui était la dernière crise de surcapacité en Chine, qui a vraiment mis les décideurs européens sur la piste d'une défense et d'une politique de défense commerciale un peu plus forte. Alors après cette crise-là, la Chine avait mis en place des politiques pour réduire sa surcapacité. Donc ça avait un peu rassuré les décideurs européens. Le Covid, c'était plutôt une crise sur les secteurs critiques. Donc sur la pharma, évidemment, une grosse prise de conscience sur des matériaux ou des inputs qui sont beaucoup plus de nature de sécurité nationale, de sécurité économique. Évidemment qu'il y a une grande prise de conscience. Le problème, c'est que le secteur chimique, évidemment, est un secteur qui est tellement vaste qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas dans ces petits sous-secteurs plus critiques, finalement, dans l'économie européenne. Et finalement, je pense que la prise de conscience sur les surcapacités, elle arrive maintenant. On voit Yellen en Chine qui parle que de surcapacité. On voit Scholz en Chine qui parle de politique fair trade instead of free trade. Et c'est un changement qui, pour Scholz, c'est pas mal. Pour le reste du monde, est probablement un peu tardif. Mais pour Scholz, c'est pas mal. Évidemment, Bruno Le Maire et Macron avec une politique très décisive là. Le problème, il est celui de l'action et de quelle action à mener. Je pense que la conscience, elle est là, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand le problème est systémique et que tout le monde est concerné? Et qu'est-ce qu'on fait quand la Chine a des leviers de rétaliation? Mais on y arrive dans une minute. On y arrive, donc merci. On a partagé maintenant le constat, qui n'est pas forcément très réconfortant. Je vous propose de passer maintenant aux solutions. Frédéric, en fait, on a évoqué ensemble les investissements en Chine sont parfois très modernes. Est-ce qu'ils répondent aux mêmes exigences environnementales qu'en Europe? Et dans ce cas, en fait, est-ce que vraiment on peut attendre un effet de l'application des clauses miroirs? Et sinon, Jean-Pierre Raffarin nous parle d'innovation. Donc, est-ce que c'est le seul levier pour préserver les chaînes de valeur en Europe? Alors, je pense que les clauses miroirs, c'est le minimum syndical. Quand on veut être respecté par son partenaire commercial, il faut que les termes de l'échange soient équivalents. Et évidemment que les clauses miroirs, elles doivent s'appliquer, mais c'est pas ça, entre guillemets, qui va rebalancer le déséquilibre entre la Chine et l'Europe. Alors, on parie tous sur la taxe carbone, les mécanismes d'ajustement du carbone aux frontières, les fameux CBAM. Ils vont arriver 5 ans trop tard. La Chine est en train d'installer des térawatts d'énergie renouvelable dans tout le nord de la Chine, qui est moins industrialisé que la bande côtière. Il y a des projets pharaoniques en Mongolie, il y a des projets pharaoniques tout au nord, là, du côté d'Harbin. Et donc, quand les CBAM vont arriver et qu'ils auront un impact pour la chimie, la Chine aura l'énergie la plus décarbonée du monde. Donc là, on a une petite problématique de timing. Alors, l'innovation, évidemment, on a nos unités de méthionine en Europe qui sont les unités historiques. L'unité, elle a 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, elle fait 50 KT, quand la moindre unité dans le reste du monde fait 150. Elle a un procédé qui est le premier procédé qui est magnifique, mais sur le papier, il est aujourd'hui suranné. Et donc, on est obligé de réinvestir dans de l'innovation. Il faut savoir que la France, le CIR est très efficace et c'est une excellente mesure. La Chine a un CIR puissance 3. La Chine a le fameux HTE, donc High Technology Enterprise. Et quand vous êtes HTE, et beaucoup d'entre nous le sont en Chine, tu as une économie sur ton impôt sur les sociétés, tu passes de 25 à 15. Et en fait, ces 10% là sur tes impôts financent très largement la R&D. C'est un aspirateur à R&D extrêmement efficace. Donc même sur la partie innovation, je pense que là, il ne faut pas être naïf. Il faut probablement faire des partenariats avec la Chine, mais probablement pas exporter les derniers procédés quand ils sont made in Europe et qui vont être utilisés en Chine. Parce que si on combine la vitesse, l'économie d'échelle et le coût du capital chinois et qu'on leur fait bénéficier de nos principales innovations, on va regagner en process, la bataille, elle n'est pas perdue. Il ne faut même pas y aller. On n'a aucune chance. Donc, je pense véritablement que la bataille de l'innovation, elle est absolument indispensable. Il y a aussi la bataille de la protection de nos marchés. Aujourd'hui,
mon principal concurrent, il est américain. Il y a 3 ans, inventé une clause farfelue en utilisant des swaps pour créer un anti-dumping. L'anti-dumping a été mis en place en 3 mois. En Europe, il faut 18 mois pour déposer un dossier. Donc 3 mois en mettant un anti-dumping de 35%. Bon, on a fait la fortune des avocats américains. Et 2 ans de procédure, on a réussi à faire baisser l'anti-dumping de 35 à 10%. Mais si on n'a pas des mesures, entre guillemets, à l'américaine, d'abord, on n'a pas le respect des Chinois. Le Premier ministre Raffarin le disait très clairement, les Chinois respectent le rapport de force. Les Chinois sont des commerçants et ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc si on ne le fait pas, entre guillemets, on sera des herbivores entre 2 grands carnivores, et en général, la fin de l'herbivore est assez prévisible. Merci. Denis, on a parlé donc des Américains. Alors, quelle appréciation des mesures qui ont été mises en place par les États-Unis par rapport à cette offensive industrielle de la Chine? Alors, effectivement, il y a les réponses de nature réglementaire avec ces textes originaux, pour ne pas dire plus. Il y a aussi la réponse par le chéquier, et il y a aussi la réponse très commerciale. Et je pense qu'il faut bien distinguer ces trois types d'interventions. Alors, vous avez développé sur la partie réglementaire, sur la partie d'investissement. L'IRA est quand même assez spectaculaire, et peut-être encore, ce qui est peut-être encore plus spectaculaire, c'est le CHIPS Act. Parce que quand on regarde l'évolution de l'investissement qui se fait aux États-Unis, en fait, quand on fait de la macroéconomie, on ne voit jamais une courbe qui double en un an. Bah, ça y est, moi j'en ai vu une, c'est l'investissement en construction fait par le secteur manufacturier. Ça n'arrive jamais, bah, c'est arrivé aux États-Unis à partir de la fin 2022, mais toute l'augmentation de capacité, enfin d'investissement fait par le secteur manufacturier en construction vient du secteur de l'électronique. Donc il y a avant tout derrière l'IRA aussi exactement cette dimension de rapport de force. On est dans un contexte géopolitique qui est celui qui est sous-jacent. Et dans ce contexte géopolitique, ce sont notamment les puces, les semi-conducteurs qui sont quand même tout à fait clés. Et on n'a pas eu tant d'accélération que ça du côté de l'investissement en chimie, notamment en nouvelles installations en chimie. C'est pas là que s'est fait l'essentiel de l'accélération de l'investissement américain. Sauf exactement. Sofa. Ouais. Mais en tout cas, on a un outil qui est extrêmement puissant. L'outil du chéquier est là et il est actionné donc surtout à destination des semi-conducteurs. C'est surtout ce sur quoi on peut peut-être faire un peu de diagnostic sur un expose, c'est ce qui s'est passé en termes de politique commerciale, avec des augmentations de droits de douane qui ont été quand même massifs. Et on voit très bien que quand on regarde les importations des États-Unis depuis la Chine, là où les importations ont le plus reculé, c'est là où il y a eu une augmentation des droits de douane. C'est simple, l'économie, hein, ça marche bien. L'augmentation du prix, ça vous fait des impacts sur les volumes. Ça se voit quand même assez clairement. Et quand vous regardez les statistiques américaines, là où les Chinois, en fait, représentaient les importations depuis la Chine, c'était 21% des importations américaines totales, ça c'était en 2018, on est passé à 14% désormais. Donc oui, c'est tout à fait spectaculaire. Un tel basculement des approvisionnements est tout à fait spectaculaire. Mais plutôt que de parler de découplage entre Chine et États-Unis qui viendrait du fait de l'action autour des droits de douane, c'est en réalité, il faut plutôt parler de trade diversion, c'est-à-dire de renouvellement des approvisionnements. En même temps que vous avez la baisse des approvisionnements en provenance de Chine, vous avez l'augmentation très forte des approvisionnements en provenance du Vietnam et du Mexique. Donc en fait, vous avez des stratégies de réimplantation qui se font de la part des unités chinoises, avec je passe par le Vietnam, je passe par le Mexique, comme les Européens l'avaient fait au moment où l'ALENA avait été mis en place en 1992. L'ALENA se met en place et c'est notamment une contrainte sur l'automobile à la fois européenne et japonaise. Qu'est-ce que font les Européens et les Japonais? Ils vont installer les maquiladoras à la frontière du Mexique. Et il se passe exactement la même chose actuellement du point de vue de la Chine. Et quand on prend les données miroirs, c'est-à-dire les données d'exportation de la Chine à destination des États-Unis, vous vous rendez compte que la baisse très forte des importations américaines que l'on voit ne se retrouve pas dans les statistiques chinoises, parce que les statistiques chinoises vont prendre le pays de destination final, quand bien même cela peut transiter par des pays comme le Vietnam ou comme le Mexique. Et en réalité, vous n'avez pas eu une baisse si forte que ça des importations chinoises. Donc vous avez des leviers de politique en termes de droits de douane qui peuvent avoir des effets très immédiats, très perceptibles, mais qui en réalité viennent allonger la chaîne de valeur et en réalité restent quand même toujours un élément additionnel de coût.
vous avez une augmentation des coûts par ces changements et qui conduisent aussi les Chinois à baisser très fortement les prix. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous regardez les évolutions de prix des prix à la production de l'industrie en Chine, les prix pour les biens qui sont exportés, c'est moins 7,5% sur un an. Les prix pour les biens qui vont à destination de la demande interne, c'est 0%. Vous n'avez pas de baisse de prix sur les prix de production de l'industrie. En revanche, vous avez une baisse de prix très forte sur l'exportation. Donc, en fait, on est exactement dans cette dynamique de rapport de force. Il y a un rapport de force qui s'est installé désormais. Les Américains utilisent les leviers de l'investissement, utilisent les leviers du droit de douane. Face à ceci, eh bien, les Chinois essayent de s'adapter en étant encore plus agressifs sur leurs prix et en changeant aussi leur mode d'approvisionnement du marché américain. Merci. Agatha, donc on a parlé de ce rapport de force. Voilà, Frédéric disait, est-ce que on va rester l'herbivore ou est-ce qu'on peut espérer que l'Europe devienne carnivore? Est-ce que ça sera compatible avec également la politique de partenariat stratégique dont on a besoin sur certains matériaux critiques? Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre comme réaction de la Chine? Oui, absolument. Je voulais juste répondre rapidement à ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'il y a juste une petite précision qui est importante. Il ne faudrait pas penser que les tarifs américains n'ont pas eu d'effet et que c'est juste de la diversion, parce qu'en fait, on voit effectivement que c'est surtout des entreprises chinoises qui se diversifient via le Vietnam, mais aussi des entreprises taïwanaises. Par contre, au Mexique, c'est des entreprises majoritairement américaines. Et donc, du coup, effectivement, il y a un effet diversion, mais il y a aussi un vrai effet réinvestissement d'entreprises américaines à la frontière au Mexique qui profitent de l'USMCA pour reconstruire des chaînes de valeur. Donc, de ne pas sous-estimer la force des tarifs américains, alors qui pose un problème pour l'Europe, évidemment, déjà aujourd'hui, et qui vont poser un encore plus grand dans le futur, parce que ce soit une administration Biden ou Trump, on aura une revue des tarifs en place. Avec Trump, on entend 60% cross the board. Avec Biden, ce sera peut-être un peu plus sélectif et un peu plus targeté, mais ça fait de l'Europe un marché éponge. Et donc ça, il faut l'avoir en tête parce que dans les années prochaines, on sera le marché le plus ouvert par rapport aux États-Unis et ça posera potentiellement un problème. Donc juste une petite addition sur la politique commerciale européenne. Je pense qu'il faut rendre à Bruxelles les lauriers qui lui sont dus sur ce que la présidente de la Commission, mais ce que la Commission a fait sur l'année qui vient de passer, parce qu'en fait, si on regarde les dernières semaines, presque chaque semaine a vu un cas soit de Foreign Subsidies Regulation, soit de Trade Defense, soit d'IPI, et on va avoir ça qui va venir très vite, qui se sont ouverts, malgré une résistance allemande forte, et je pense que dans votre secteur, c'est important d'avoir ça en tête, évidemment, malgré des conditions économiques en Europe qui sont compliquées, parce qu'en fait, il faut évidemment soutenir les producteurs, mais il ne faut pas non plus heurter les consommateurs qui ont eu plusieurs années d'inflation forte derrière eux et qui doivent supporter ça au jour le jour. Ce que je trouve très notable et très important sur la politique de la Commission à l'heure actuelle, c'est deux choses en particulier. La première, c'est la volonté et le désir d'aller sur des cas ex officio et de dire, même si l'industrie ne vient pas en soutien, je pense que pour le bien de l'Europe, je vais me mobiliser. Et c'était le cas pour les voitures électriques. Et je pense que c'est quelque chose qui est très notable. Alors, dans votre cas, j'imagine que ce ne sera pas nécessaire d'aller sur l'aspect ex officio, mais je pense que c'est très important. Le deuxième, et ça revient à votre point, en fait, c'est l'aspect préemptif. On a des discours de von der Leyen, on a des discours de Vestager qui disent on s'inquiète du futur, on ne s'inquiète pas du dumping aujourd'hui, et on ne s'inquiète pas du mal qui est fait aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arguer du tort qui sera causé à l'industrie dans le futur. Et ça, c'est un vrai développement positif. On voit ça aussi avec, et ça devient un peu technique, mais le rapport de Digitrade qui vient d'être publié sur les distorsions en pays tiers, et notamment en Chine, sur le sujet de la Chine, qui permet justement de rendre des cas d'anti-dumping qui prennent normalement 18 mois, plus rapides, plus faciles en tout cas. C'est toujours sur une timeline de la Commission qui va être long, mais ça permet de raccourcir le temps de dumping. Et finalement, on a, et ça revient sur votre point, on a une réflexion très forte, je pense, à Bruxelles à l'heure actuelle, sur si les tarifs ne sont pas assez, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même sur les véhicules électriques, et d'autant plus sur la chimie, où les prix sont en train de se casser la figure, et les exportateurs chinois ont beaucoup de marge finalement pour faire baisser les prix, pour s'adapter aux tarifs, même si des tarifs sont mis en place. On a une réflexion qui est plus globale et plus systémique
pour dire si les tarifs ne sont pas assez, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'il y a une opportunité de réflexion avec la Commission à l'heure actuelle pour dire quelles sont les autres mesures qu'on peut mettre en place. Des mesures de standards environnementaux, ça va durer 1 an ou 2 jusqu'à ce que les capacités de production dont vous parliez se mettent en ligne. Mais peut-être que ça peut acheter un an ou 2 de répit. Des considérations de standards en termes de droit du travail, des considérations de standards en termes de cybersécurité. Alors moins pour la chimie, mais pour des entreprises, des secteurs comme les véhicules électriques, c'est très important. Et ensuite, des discussions à Bruxelles à l'heure actuelle pour des reconsidérations plus profondes finalement du statut de la Chine dans l'OMC. Et ça, c'est quelque chose à suivre de très près, je pense, parce que les États-Unis ont certaines propositions sur la table dans cette direction-là, et à voir ce que fera la Commission sur ce plan-là. Est-ce que ça remet en cause des partenariats stratégiques? L'objectif européen, il est surtout de se distancier des partenariats stratégiques avec la Chine sur ces minerais critiques. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à faire avec la Norvège, avec le Mexique, avec la Pologne, avec des pays qui sont capables de produire les minéraux critiques qui sont importants pour la chimie. Est-ce que la Chine va répondre? Absolument. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, dans le contexte actuel, c'est que l'industrie chimique, les industries et le manufacturing est existentiel pour l'Europe, c'est existentiel pour la Chine, pour les raisons que j'ai décrites plus tôt, qui est que la Chine est dans une crise de croissance terrible, qu'elle a un taux de chômage qui augmente rapidement, qu'elle a une perspective de croissance sans l'exportation qui est vraiment négative, et que donc, si elle ne peut pas exporter son problème, ça devient purement et fondamentalement existentiel. Et donc, je pense qu'on entre dans une période de confrontation, mais une période qui est nécessaire. Est-ce que ce sera une confrontation forte avec l'Europe si on a un nouveau Trump ou une administration Biden un peu plus musclée? Peut-être qu'on aura un peu plus d'espace justement pour se créer des opportunités. Mais voilà, le contexte actuel, je pense, à avoir en tête. Alors pour finir, Christophe, au-delà de la vanilline, je crois qu'il y a d'autres secteurs qui sont aujourd'hui fragilisés ou menacés par cette stratégie industrielle de la Chine. Vous avez signé, enfin votre entreprise a signé la déclaration d'Anvers pour un pacte industriel. On en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure en 2 mots. Donc, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'exécutif européen? Micro. Donc aujourd'hui, effectivement, le sujet qui se porte, qu'on a vu sur la vanilline et que vous décrivez, il va continuer à s'amplifier, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous, les surcapacités continuent à arriver, et dans des domaines technologiques que l'on commence à voir arriver, nous, en tant qu'industriels. Donc on voit très bien que ça va être sur place il y a 5 ans. Et si on peut prendre un exemple, c'est les véhicules électriques. On en parlait, c'est formidable, on va aller aux véhicules électriques. Et là, on découvre que l'industrie allemande va peut-être disparaître, enfin, si je suis un peu provocateur de ce point de vue-là. Mais c'est réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier producteur de véhicules électriques mondial, il est chinois, il exporte aujourd'hui en Europe, et on ne peut pas dire que les voitures soient complètement pourries. Ce n'est pas du tout le cas. Et quand on regarde, par exemple, la filière de la batterie électrique, il y a 50% de surcapacité en Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé la croissance que nous, on imagine en 2030. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de se dire que les filières que l'on a pensées pour être le relais, auxquelles nous croyons tous indéniablement, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer des usines en Chine pour en ouvrir en Europe, ça, je ne crois pas du tout à ça. Par contre, que des filières nouvelles émergent pour la décarbonation, les véhicules électriques, l'électrification, les nouvelles technologies, c'est ça l'opportunité qui permet de créer des nouvelles unités ici en Europe. Et c'est là-dessus qu'on attend le continent européen. Il y a un mécanisme de soutien, c'est très important. Mais les États-Unis, voilà, ce n'est pas des herbivores. Hein, donc, quand ils font du soutien, ils mettent tout de suite un droit de douane. Ils n'attendent pas de savoir si le mécanisme de soutien, effectivement, abaisse le prix de revient et réduit le point mort au niveau des Chinois. Ils y vont. Donc nous, on peut prendre le cas sur les produits pour la batterie. Encore une fois, je reviens. On a eu des subventions en Europe, on a eu des subventions aux États-Unis. Aux États-Unis, avant même qu'il y ait eu subventions, ils mettent en place des droits de douane. Donc ça impacte immédiatement le rapport de force qu'il y a effectivement avec les Chinois. Donc on se retrouve, on n'est plus l'herbivore, on est déjà le steak. Donc maintenant, enfin, si je peux, je suis un peu plus saignant, si on peut dire, voilà. Et parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je crains, moi, et je pense que c'est important qu'on envoie les messages comme vous l'avez fait, on réclame également un Chemical Act, c'est qu'on
on a cette opportunité, avec l'accès à la décarbonation, aux nouvelles énergies et nouvelles technologies, de pouvoir effectivement créer une nouvelle chaîne de valeur en Europe. Il ne faut pas la rater, parce que si on rate celle-là, alors vraiment ça va être la catastrophe, parce que les surcapacités chinoises, elles existent, elles resteront là, et on ne pourra pas les remplacer, ce que disait Jean-Pierre Raffarin. Donc pour avoir un rapport de force, il faut montrer de la force. Et donc pour montrer de la force, à un moment donné, il faut prendre des mesures qui sont effectivement assez radicales et qui ne compte pas uniquement sur une main invisible économique qui fait que l'équilibre va s'établir comme ça de façon un petit peu romantique. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est effectivement, au-delà des soutiens, une prise de conscience sur le fait qu'il peut y avoir des mesures de protectionnisme. Ça, c'est un point très, très clair. Et je pense qu'il y a un point qui est vraiment très important, c'est le problème de l'énergie, que vous avez souligné, où il faut effectivement agir de façon extrêmement structurelle. Là, il y a un défaut sur lequel bientôt, si on ne travaille pas là-dessus, nous serons taxés d'anti-dumping si jamais on cherche à avoir une compétition mondiale. Donc il faut qu'on prenne conscience de ce problème du coût de l'énergie. Merci à tous. Merci pour vos interventions percutantes. On a parlé de carnivores, d'herbivores, de steak. Merci pour vos recommandations également à l'exécutif européen. Dans cette année d'élections européennes, c'est important d'avoir les idées claires sur ce qu'on attend de nos prochains exécutifs européens. Je vais passer maintenant la parole à Sylvie Latilleul qui va animer la cérémonie des prix Responsible Care.